Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur. Ici Thibaut et je suis avec Abel. Et bonjour tout le monde. On se retrouve encore une fois, et oui, on a un nouveau deck à analyser ensemble de l'invasion des machines. Oui, c'est la suite, le marathon est toujours en cours. Et ça y a encore beaucoup de boulot, mais on voit le bout, on voit le bout. Mais avant de passer à l'analyse du deck, eh bien, on va passer par la phase de pub. Et voici venir la phase de pub durant laquelle nous allons vous rappeler d'aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, pour avoir toutes les news, toutes les infos de la tour de commandement, savoir quand est-ce que les vidéos sortent, mais également savoir quand est-ce que nous réalisons les différents lives sur Twitch. Et si jamais vous ne pouvez pas assister au live, vous avez les archives de la tour de commandement pour voir les replays de ces lives Twitch. Nous en profitons également pour remercier les tipeurs de la tour de commandement. Sans eux, rien ne serait possible, car ils nous soutiennent financièrement chaque mois ou ponctuellement et nous permettent de continuer à investir dans les différents projets de la tour. Donc un grand merci à eux, et si jamais vous souhaitez les rejoindre, c'est dans la description de la vidéo. Je tiens à le rappeler, en dehors de la phase de pub, ou plutôt pour rajouter à la phase de pub, on recherche actuellement toujours des monteurs vidéo pour nous filer des coups de main sur le montage des vidéos de la tour, vu qu'on a de plus en plus de choses prévues, et je sais pas si vous avez remarqué, mais on essaie d'améliorer de plus en plus le montage des vidéos derrière. Bah du coup, il nous faut des personnes pour encaisser un petit peu tout ça, et pour pouvoir nous aider à continuer à produire toutes les vidéos qu'on vous propose. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à passer sur le Discord de la tour de commandement pour venir filer un petit coup de main, et notamment envoyez-moi un message pour qu'on puisse en discuter. Aujourd'hui, on va donc s'attaquer au deck tricolore Convocation Divine de l'invasion des machines. Et c'est le deck bleu, blanc, rouge. Haha, cocorico. Voilà, tout ça. Mais du coup, on va devoir analyser un petit peu tout le bordel, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est un deck qui est basé autour de la mécanique de la convocation, que je pense beaucoup de gens ne connaissent pas forcément. Même si ça a été remis au goût du jour durant le dernier bloc de Ravnica. Mais voilà, tu peux nous rappeler un petit peu, Abel, ce que c'est la convocation? Oui, donc la convocation, c'est un mot-clé sur des sorts qui permet de les payer en engageant des créatures. Vous pouvez soit engager une créature pour payer un mana incolore du sort, soit un mana de la couleur de la créature que vous engagez. Et c'est super, ça veut dire que nos sorts, finalement, ils sont pas si chers. Alors... Mais c'est un peu tout le but des sorts convocation, on va le voir un peu au fur et à mesure de cette vidéo, mais généralement c'est des sorts qui sont un peu plus chers que la moyenne pour des effets qu'on connaît déjà en fait. C'est ça, voilà. Donc vous avez ça l'avantage que vous pouvez payer moins cher en fait que les sorts qu'on a l'habitude de lancer, mais il faut avoir le board. Autrement, les sorts sont trop chers pour l'effet. Et la convocation, on la retrouve sur des créatures, sur des permanents, sur des éphémères rituels, donc il y a un peu un mix de tout en fait. C'est pas spécifique par exemple uniquement aux éphémères rituels, non, on a aussi des créatures, des enchantements, tout ça qui l'ont également. Donc c'est un petit mix. Et surtout, je pense que c'est bien de le préciser, mais la convocation, en fait, ses couleurs majoritaires, principales, c'est blanc et vert. Donc du coup, c'est un peu surprenant ici de voir le bleu et le rouge qui prennent la place du vert. Mais et d'ailleurs, je pense qu'on en reparlera au bilan, mais ça a un impact sur le deck en lui-même dès le départ. Voilà. On va voir si ça a réussi effectivement le petit changement de couleur. Hein. Ouais. Je vous rappelle, on va passer d'abord par les nouveaux commandants, évidemment, hein, on va commencer par la tête du deck. On va parler ensuite des commandants réédités, puis des autres nouvelles cartes du deck, et enfin des rééditions sympathiques et intéressantes pour le deck. Mais également, on va terminer avec les plans pour le mode de jeu Planechase, dont je vous parlerai un petit peu plus en détail le moment venu. Voilà. Mais on va y aller, tu es prêt? Bien sûr, allons-y. Allons-y et commençons avec le commandant principal du deck, Kasla au halo brisé, une créature légendaire ange et allié qui coûte 6, dont un bleu, un rouge et un blanc. C'est une 5/4 avec la convocation. Bon, voilà, vos créatures peuvent aider à lancer ce sort, soit pour du mana générique, soit pour du mana coloré en s'engageant. Elle a le vol, la vigilance et la célérité, et à chaque fois que vous lancez un autre sort qui est la convocation, regarde, puis piochez une carte. Beaucoup d'infos, hein, du coup, pour ce commandant à la tête du deck. Alors, moi, je vais pas le cacher, je l'aime bien, ce commandant.
Je l'aime bien parce qu'on a l'impression qu'il peut coûter cher, hein, 6 évidemment, mais comme on l'a dit, c'est normal pour les sorts qui ont convocation de coûter plus cher que ce qu'ils devraient. Mais même là, même à 6, en fait, ça reste une 5-4 vol, vigilance, célérité. C'est un beau bébé. Et donc la ligne supplémentaire donc, qui vous permet de faire un petit regard et piocher quand vous lancez un sort de convocation, ben voilà, ça va être la stratégie du deck a priori. Elle a l'avantage du coup de pouvoir attaquer et rester dégagée avec la vigilance et payer elle-même un sort de convocation derrière. Donc là c'est un peu, voilà, elle a tout pour plaire on va dire quoi. Ouais, elle a tout le package, hein. Surtout que c'est une créature qui est impactante au niveau agressif tout de suite. Sachant que, alors la célérité n'est pas nécessaire pour engager les créatures pour la convocation, puisqu'en fait, comme c'est pas elle qui s'engage, mais qu'en fait vous les engagez pour payer un coup, du coup c'est pas nécessaire qu'elles aient plus le mal d'invocation en fait. Donc c'est ça aussi qui est plutôt pas mal avec la convocation en général. Et ici, le côté célérité, c'est vraiment pour agresser dès son arrivée en jeu, quoi. Donc ça peut être super intéressant. Comme tu dis, la réduction de coût de la convocation, en fait, ça fait que finalement, virtuellement, elle coûtera jamais 6. Et surtout, la convocation peut réduire aussi la taxe de commandement. Et tout à fait. C'est quand même ça qui est assez dingue. Donc, ça peut payer la taxe, je veux dire. C'est plutôt pas mal du tout. Non, mais bon, après, ça reste intéressant. Parce qu'il faut pas avoir peur si c'est la seule chose qu'on a à faire, c'est de la lancer, qu'on n'a pas de créature pour la payer. Voilà, ça reste quand même honnête. Hein, 5-4 avec ces mots-clés-là pour ce prix-là. Oui, pas après plus, voilà. On a quand même envie d'avoir des créatures, quoi. Voilà, bien sûr. Voilà. Après, moi je la trouve assez vénère, hein. Mais c'est vrai qu'on peut l'envisager en mode presque Voltron, en fait, en disant, bah vas-y, c'est juste une grosse bête qui a de l'évasion, qui attaque tout de suite. Ça me fait penser un peu à Kalia dans le même genre, en mode oh, je vais agresser comme un gros bourrin. Oui, pourquoi pas. Mais après, le côté convocation a l'air super intéressant parce que bon, ça transforme littéralement tes sorts avec convocation en cantrip finalement. Ouais, c'est ça. Ça qui est cool. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, on va chercher dans le deck, hein, un regard 2 et une pioche. Voilà, au pire des cas, on est quand même allé chercher 3 cartes au-dessus de la bibliothèque en fait. Ouais. Et moi, effectivement, je trouve que voilà, elle peut taper, c'est sûr. Je trouverais presque ça dommage de vraiment s'arrêter à un aspect Voltron. Pour moi, c'est un plus, on va dire. C'est qu'elle arrive, elle met une baffe, et après, elle fait de la value quand tu lances les autres sorts. Et elle t'aide à les payer. Là, c'est vraiment, voilà. Après, moi, je trouve ça assez dingue. C'est quand même qu'il y ait regard 2 puis pioche. Ça aurait été juste pioche, tu te dis, ouais, en effet, ça les transforme que en cantrip. Là, littéralement, ça transforme tous vos sorts en préordain, en fait. Enfin, tous les sorts convocation. Tu te dis, ouais, mais bon, c'est pas rien, quoi. Comme tu disais, hein, pouvoir juste dire, ah bah j'ai 2 terrains au-dessus, ok, je les mets en dessous, et comme ça, je vais peut-être piocher une carte active. Bah, c'est super impactant, quoi. C'est pas rien du tout. Hein. Donc, ouais, moi, je la trouve très forte pour la stratégie convocation, et puis il y a plein de choses à faire autour. Le commandant secondaire du deck, ça sera Saint-Traph et Rem Carolus. Donc voilà, c'est encore un partenariat de créatures. C'est une créature légendaire, esprit et humain. C'est une 3-4 pour 1 bleu, 1 rouge, 1 blanc. Et à chaque fois que Saint-Traph et Rem Carolus deviennent engagés, créez un jeton de créature 1-1 rouge humain, si c'est la première fois que cette capacité s'est résolue ce tour-ci. Si c'est la deuxième fois, créez un jeton de créature 1-1 bleu esprit avec le vol. Et si c'est la troisième fois, créez un jeton de créature 4-4 blanche ange avec le vol. Et à chaque fois que vous lancez un sort qui a la convocation, dégagez Saint-Traph et Rem Carolus. C'est très amusant comme commandant. Bon, il y a tout le côté en effet convocation, et là du coup on se retrouve, alors contrairement aux autres decks qu'on a pu évoquer avant, vous avez probablement vu dans les analyses, si vous les avez regardées, qu'il y a des commandants secondaires qui étaient des fois très éloignés de la stratégie principale, et ici on est carrément dans la même stratégie. Mais ici il y a le côté création de jetons plutôt que plus-value pioche, voilà, dans ce côté-là. Et l'objectif c'est d'utiliser Saint-Traph et Rem Carolus. J'ai envie de les appeler Saint-Carolus, comme ça ira plus vite. Saint-Carolus, du coup, qui est là en fait pour faire en sorte juste de convoquer, se dégager, convoquer, se dégager, convoquer, se dégager. Et alors le problème c'est qu'au bout de la troisième fois, si vous continuez à convoquer, déjà c'est que vous avez vraiment beaucoup de sorts convocation dans votre main, après il crée plus de jetons. Mais par contre, il continue de se dégager à chaque fois, donc ça fait toujours en fait une créature à convocation qui est super efficace. Et c'est assez amusant, hein. Ouais, après il y a un petit élément de lore en fait qui fait qu'on peut retrouver l'ancien Saint-Traph si on s'arrête à
à 2 convocations finalement, parce qu'on convoque une fois, hop, on la dégage, on convoque une fois, on la dégage, et après on n'a plus de sort conversion, on attaque, et en attaquant, elle se rengage, donc on crée le petit agent. Il y a ça aussi, ouais. Voilà, comme avant. Et Ouais. non, bah en fait, lui je l'aime de cœur. Lui vraiment, je le trouve super. Et ce que j'aime particulièrement, c'est effectivement, c'est que quand on a nos 2 créatures légendaires justement qui peuvent être les commandants sur le board, là les sorts de convocation, là c'est l'usine à gaz là. Hein. Ah oui, On carrément. convoque, voilà, on cède encore plus à convoquer, qui nous fait piocher. Oula, ça s'arrête plus. Ouais. Moi, ce qui me fait marrer quand même, c'est que Rem Carolus, par contre, lui, il a absolument pas sa place dans la carte. On a aucun rapport avec l'ancien. Non, Voilà, je t'avoue que j'ai pas bien vous irez compris. vous renseigner, mais J'ai pas bien compris le rapport effectivement. C'est dommage. et il joue l'hôte en fait, voilà, de Saint-Raph. Il est là juste pour Il en faut un, host. Voilà, c'est ça. Après, moi, il y a aussi autre chose. On peut jouer dans une stratégie véhicule. Oh oui, de toute façon, voilà. Ça... Si vous avez envie. Mais la blague en plus, c'est que il combine les 3 meilleures couleurs de véhicules. Ouais. Là, tu dis, ah ouais, d'accord, en effet, on peut faire ça. Ouais, Après, ouais. il se dégagera pas. Mais voilà, du coup, un commandant secondaire fort sympathique, dans la même lignée que le commandant principal. Ouais, franchement, super légendaire à la tête du pack là. Bon, on va maintenant passer au commandant réédité. On va faire un petit tour. Il y en a 3 qui sont réédités ici. Bon, le premier commandant est mono bleu, c'était Tsuko Mezawa fugitive. Alors, je t'avoue que moi, j'ai pas très bien compris pourquoi est-ce qu'elle était dans ce deck, à part parce que il va y avoir de la création de jetons. Voilà, j'annonce tout de suite, on spoil un petit peu, hein, mais c'est pas très très grave. Il va y avoir de la création de jetons, de petits jetons, d'accord, mais je trouve ça un petit peu bizarre. Ouais, bah ouais, t'as tout dit. Hein. Concrètement, elle va donner l'imbloquable au 1-1 en fait, hein, les jetons qu'on va créer. À part ça, on voit pas bien et d'autant plus que les jetons, à moins qu'on arrive à leur donner la vigilance, on va presque plutôt les engager pour payer des sorts en convocation plutôt qu'attaquer en fait. Donc qu'ils soient imbloquables ou pas. Et généralement, si on a plus de sorts en convocation, c'est vrai que c'est là où tu te dis, bah ouais, mais ça pue un peu, quoi. Ah oui, oui, franchement, bon, on peut y croire, hein, sur un malentendu, Oui. on vole des games avec, je sais pas, 15 jetons 1-1 imbloquables éventuellement, mais bon. Ah oui, oui, oui. Ça paraît quand même pas non plus très probable, quoi. Le commandant réédité suivant est le dieu Sauterelle. Là, par contre, on tient quelque chose quand même. Là, je sais pas si tu vois une petite synergie entre lui et Kasla, mais j'ai l'impression que... J'ai comme l'impression, en effet, qu'il y a une certaine synergie prévue entre les deux. Kasla dit que ça pioche, le dieu Sauterelle dit que quand il pioche, il fait des insectes. Ça a l'air pas mal. Voilà. Ouais. Les insectes peuvent payer la convocation. Ouais, là, il y a... Bon, il a quand même, pour moi, un défaut quand même, c'est que il coûte un peu cher, le dieu Sauterelle, et lui, il a pas la convocation. Hein. Là, Malheureusement, non. là, il faut payer. Hein. Ou heureusement, parce qu'à mon avis, sinon il y aurait 2-3 conneries quand même à Oui, faire. oui, oui. On sait qu'il y a certaines lignes qui l'aiment bien, le dieu Sauterelle, donc faut quand même qu'il ait un petit défaut tout de même. Non, après, ouais, c'est bien qu'il soit là. Il peut être rapidement impactant en fait dans le deck. Si les conditions sont requises sont réunies, il peut vraiment avoir un bel impact. La créature suivante, légendaire rééditée, eh bien, elle peut aussi être à la tête du deck, même si c'est pas forcément conseillé. C'est Kaikar, Furie du Vent. Du coup ici qui est plutôt pas mal et à la fois non, et c'est là où le mode judge va arriver parce qu'il y a une précision à faire assez monstrueuse dessus. Il y a pas mal de sorts qui ont la convocation en sort non créature, donc c'est plutôt cool, vous pouvez faire vos esprits au moment où vous les lancez. Mais alors le problème, il est ailleurs, c'est que les esprits, on va avoir envie de les engager pour convoquer, on est bien d'accord, Abel. C'est un peu Bah oui, l'objectif. bien sûr, bien sûr. Sauf Tous qu'il y a les un jours. gros problème, énorme problème, au niveau de comment on lance un sort au niveau des règles, et c'est là où Kaikar, eh ben en fait, il est à moitié synergique. Vous ne pouvez pas engager un esprit pour la convocation et le sacrifier ensuite pour payer du mana. C'est impossible. Voilà, c'est juste, vous pouvez pas. Parce que vous payez normalement tous les coups en même temps, y compris bah, du coup le coût de convocation. Et le problème, c'est que vous ne pouvez pas dire ah bah je vais payer les coûts convocation, puis ensuite sacrifier pour, même si c'est une capacité de mana et qu'il n'utilise pas la pile, pour ensuite créer le mana pour payer le coût. Non, parce que techniquement, on est déjà dans le processus de paiement, et tout se fait en une seule fois. Donc, il y a une... Je vais pas dire une anti-synergie, c'est juste, il y a peut-être quelque chose... Voilà, il y a ce point-là de règle, je suis désolé de le pointer du doigt de manière aussi brutale, mais vraiment,
faites passer le mot autour de vous pour ceux qui joueront le deck sorti de la boîte éventuellement. Mais vous pouvez pas sacrifier un esprit que vous avez engagé pour convoquer, puisque les 2 paiements se font en même temps. Voilà, donc impossible de le faire, tout simplement. Ça reste quand même pas trop mal comme jeton voilà, pour la convocation, évidemment, parce que ça engage. Et puis, si jamais vous voulez avoir un tour impactant ou que vous voulez lancer des choses en éphémère plus tard, l'esprit peut toujours être sacrifié, pour même s'il est engagé par contre. Oui, voilà. C'est ça aussi. Donc c'est toujours ce petit intérêt-là, tout de même. Et si vous le sacrifiez pas, il sera toujours là pour le prochain sort avec la convocation. C'est ça. On va maintenant parler des nouvelles cartes du deck, et on va commencer avec un autre oiseau, décidément. Le faucon ramier nidifiant, un oiseau 2-2 pour 4, dont un blanc avec le vol. Au début du combat pendant votre tour, peuplé, vous créez un jeton qui est une copie d'un jeton de créature que vous contrôlez. Et à chaque fois qu'un jeton de créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur +1/+1 sur le faucon ramier nidifiant. Ouais, alors là, on voit apparaître quand même une volonté de créer des jetons, hein, justement. Ça fait plutôt sens, puisque les jetons peuvent nous permettre de payer la convocation. C'est des créatures qui se génèrent assez facilement. Voilà, donc c'est un axe que commence à prendre le deck avec cette créature. Son effet est pas trop mal, hein, disons. C'est récurrent, ça fait des petits boosts. Ok. On va voir par la suite que c'est une stratégie plutôt secondaire du deck quand même. Hein. Ouais, c'est assez... En fait, c'est assez étrange parce que... Enfin, moi, je t'avoue que le faucon ramier, je l'aime pas. Parce qu'il nécessite vraiment d'avoir déjà des jetons en jeu. Et le problème, c'est que si tu remplis pas la condition, bah c'est juste une 2 de vol pour 4. Et une 2 de vol pour 4, c'est vraiment très cher payé. Donc bon... C'est un peu compliqué, quoi. Bah, elle se booste, voilà, mais bon, je suis d'accord avec toi. Oui, bien sûr. Elle se booste si t'as un jeton qui arrive en jeu. Bien sûr, voilà. Et elle peuple si justement il y a déjà un jeton. Donc c'est conditionnel à ça. Disons qu'elle requiert pas de coûts supplémentaires pour faire son effet, que ça sera voilà à chaque tour. Faut juste une mise en place, et c'est là où j'ai quand même un petit peu peur, quand même, quoi, justement. Ouais. Et puis, je vais être assez honnête, en fait, dans un jeu jeton où tu as des gros jetons, je l'adore, tous les jours. Oui. Dans un jeu comme celui-ci, où il y a des jetons plus petits, c'est beaucoup des 1-1, comme on disait tout à l'heure, eh ben c'est vrai que ça m'enchante un petit peu moins de peupler, quoi, sur des 1-1. Par contre, tu mets une 3-3 ou une 4-4, en effet, il y a des trucs qui pourraient être super intéressants avec elle. Le fameux jeton copie 2. Justement. Oui, voilà, copie de quelque chose, oui, en effet, ça fonctionne bien aussi. Donc, je me dis que ce faucon ramier, en fait, aurait très bien fonctionné dans le deck Geared de Commander 2019. C'est dingue, hein. Mais qui était vraiment un deck peuplé, en fait, justement. Hein. Ouais, peuplé et grosse bête, quoi. Exactement. Donc, là, bah oui, en effet, ça a l'air pas mal. La nouvelle carte suivante, c'est la voix de la chasseuse de fantômes. C'est un rituel, il coûte X et 2, dont un blanc. Créez X jetons de créature 1-1 blanche esprit avec le vol. Et là, la volonté des Planeswalkers. En commençant par vous, chaque joueur vote pour transplanement ou KO. Si transplanement gagne plus de votes, transplanez-vous. Si KO gagne plus de votes, ou que les votes sont à égalité, le KO s'ensuit. Bon, du coup, c'est la suite du cycle des cartes volonté des Planeswalkers. Hein. Voilà, on a déjà abordé quelques-unes. Hein. Alors, le côté volonté des Planeswalkers, on l'abordera... Enfin, on peut l'aborder assez vite fait. De manière générale, c'est un cycle qui est intéressant parce que en pleine chase, du coup c'est le seul endroit où cette partie de la carte sera importante. C'est très intéressant parce que du coup on peut décider du changement de plan ou de déclencher le chaos. Ça a un aspect politique qui est assez intéressant et stratégique. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus, on le dit pour toutes les cartes du cycle. En plus ici, mine de rien, si vous voulez juste transplaner sans faire de jetons, vous pouvez payer juste pour 2. C'est pourquoi pas, voilà. Faut juste bien politiser derrière et dire allez vas-y, on va changer de plan, allez, on s'amuse bien, tout ça, ah c'est drôle, ou pas. Mais voilà, donc c'est plutôt intéressant. Alors, que vaut la voix de la chasseuse de fantômes ? Moi je suis un petit peu mi-figue mi-raisin, quoi. Il y a la volonté des Planeswalkers qui est intéressante, mais en dehors du mode Plane Chase, en fait c'est pour 3, tu fais un jeton, ce qui est plutôt cher. Ouais. Mais en même temps, comme il y a la volonté des Planeswalkers à côté qui est intéressante, tu peux pas la mettre juste de côté. Donc là, j'ai l'impression que pour la première fois, en comparaison avec les autres qui étaient plutôt intéressantes jusque-là,
bah en fait, ce sort volonté des Planeswalkers, ben finalement, la volonté des Planeswalkers a vraiment un coût représenté dans la carte. Oui, là, franchement, il y a quand même un... Il y a une sacrée baisse de force, en fait, de la carte. C'est pas très intéressant, là, faut pas se le cacher, voilà, comme on l'a dit, on est encore dans cette idée de créer des jetons. C'est pas la meilleure façon de le faire, quoi, pour le coup. Ben... Après, le X est modulable, donc tu te dis, bah oui, c'est en fonction du mana disponible, tout ça. Et techniquement, tu rembourses ton X, puisqu'avec les sorts et de la convocation, en fait, tu crées des jetons que tu vas pouvoir engager de suite pour la convocation, d'accord. Mais voilà, c'est ok, mais je pense qu'en dehors du deck spécifiquement convocation et des decks prévus pour le Plane Chase, bah ça va être plutôt oubliable, en comparaison avec d'autres sorts dont on va parler d'ailleurs un peu plus tard. Complètement. La carte suivante, c'est un nouvel artefact blanc qui s'appelle la baguette de l'âme du monde, qui coûte 3 dont 1 blanc. Alors il arrive en jeu engagé déjà, et en plus il s'engage pour faire un mana blanc, ou il s'engage pour que le prochain sort que vous lancez ce tour-ci a la convocation. Ouais, alors faut surtout pas oublier la première ligne comme ça faille arriver, parce que pourquoi ça arrive engagé ? Bah oui. La carte est super, voilà, bon c'est... Globalement, déjà, c'est un caillou à 3 monocolores, quoi, avec du blanc. Mais surtout, ça donne la convocation à votre prochain sort. Donc là, évidemment, vous allez prendre un sort qui ne l'a pas de base. Et vous allez pouvoir le payer avec vos créatures. C'est génial. Et pourquoi ça arrive engagé ? Ouais, c'est... En fait, il faut quand même considérer, et c'est vrai qu'on l'a pas encore trop abordé, on a commencé à l'évoquer un petit peu, mais en fait, la convocation nécessite un setup. C'est t'as besoin d'avoir tes créatures sur le champ de bataille. La baguette, elle fait pas le travail toute seule, en fait. C'est ça aussi. Du coup, la sécurité de la faire arriver en jeu engagé, elle est un peu absurde. Parce que s'il n'y a pas les créatures à côté, et suffisamment de créatures pour dire « Ok, je vais payer un artefact qui coûte 3, pour ensuite convoquer derrière avec toutes mes créatures sur le champ de bataille », bah oui, mais en fait, si le setup n'est pas là, bah en fait, la baguette, elle sera juste ok tiers, quoi, c'est tout. Ou alors, voire même inutile, dans certains cas. Ça sera juste un petit caillou. Là, il y a plus d'effet de surprise. C'est même le contraire. C'est-à-dire que, voilà, vu qu'il faut attendre le prochain tour pour que la baguette se dégage, entre-temps, vous pouvez vous manger un rasboard, en fait, quoi. Et... ouais. À moins de jouer une horloge débridée, mais là, du coup... Ouais, ça commence à faire beaucoup, quoi. Bah, disons que la baguette peut devenir... Alors, parce que en dehors du deck convocation, la baguette peut avoir un gros intérêt, en fait. De dire, si tu joues par exemple des créatures ou des jeux qui créent des jetons quand tu lances des sorts d'artefacts ou des sorts non-créatures, ça peut être super impactant. Et du coup, dans ces cas-là, en effet, bah, la baguette de l'âme du monde, ça paraît être une super carte. Ça l'est déjà dans ce deck, mais ça peut l'être dans plein d'autres decks en fait, qui créent des jetons, en général. Voilà, mais ça aurait pu l'être plus. Moi, par contre, j'ai très envie de l'essayer. Là, que ce soit justement dans un deck convocation comme celui-ci, ou comme tu dis, juste voilà, un deck qui produit beaucoup de créatures, j'ai très envie de l'essayer. Pour voir un peu l'impact que ça peut avoir. La nouvelle carte suivante, c'est le Dragster Deluxe. C'est un artefact véhicule. Il coûte 5, dont 1 bleu. Et elle a le pilotage 2, et c'est une 4-3, une fois pilotée. Elle ne peut pas être bloquée, excepté par des véhicules. Et à chaque fois que le Dragster Deluxe inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez lancer une carte d'éphémère ou de rituaire ciblée depuis le cimetière de ce joueur, sans payer son coût de mana. Si ce sort devait être mis dans un cimetière, exilez-le à la place. What? Why? C'est... Alors, il est bien ce véhicule, hein. On va pas se mentir. C'est bien, c'est ok. Enfin, le fait qu'il puisse pas être bloqué excepté par d'autres véhicules, c'est très amusant. Il y a pas de problème. Mais pourquoi dans ce deck, à part le pilotage en mode Rem Carolus, Saint Carolus peut piloter du coup le Dragster et faire un jeton, t'es là, ouais, mais c'est tout. En fait, c'est pas synergique avec la convocation. C'est même pas parce que le problème, c'est comme on lance pas depuis notre propre cimetière, mais depuis celui de l'adversaire, en fait, il n'y a pas de synergie avec la convocation, parce que si tu pouvais juste lancer un sort d'éphémère ou rituel dans ton cimetière sans payer son coût, et que c'est un sort convocation, t'es là, super, mon commandant est content, il n'y a pas de problème, tout se passe bien, quoi. Mais juste là, il n'y a pas de synergie. La seule réelle simili-synergie, c'est pilotage pour 5 Carolus. C'est impressionnant.
Je comprends pas. Parce qu'il faut pas... Voilà, effectivement, on a souvent tendance à jouer des jetons pour piloter les véhicules, mais c'est pas exclusif, en fait. Hein. Vous pouvez jouer ce dragster où vous voulez, à partir du moment où vous avez une créature qui a 2 de force, vous le pilotez, vous faites son petit effet, qui est sympathique. Je veux dire, au-delà du fait qu'il est clairement pas vraiment à sa place, quoi, rien que le fait de ne pas pouvoir bloqué autrement que par des véhicules... c'est génial. On s'assure quand même déjà de taper, et surtout de déclencher son effet, quoi, qui est quand même plutôt rigolo hein, en soi. Ah ouais, mais juste, qu'est-ce que c'est le fait là, quoi. Ah, parce que là, il y a plein de decks qui peuvent le jouer, hein. Il n'y a pas de problème. Oui. Ah, bien même sûr. Les decks Spellslinger en général, tu peux te dire, bah ok, comme ça je peux récupérer des éphémères rituels chez les adversaires. C'est parfait, hein. Il est très bien ce dragster, mais pas ici. Voilà. La carte suivante, c'est le chasse-nuée fantomatique, un esprit 5/5 pour 6, dont un blanc et un bleu. Il a la convocation, et oui, c'est le thème du deck après tout. Il a le vol et la vigilance, et à chaque fois qu'il attaque, le prochain sort que vous lancez ce tour-ci a la convocation. Ouais, donc c'est un sort avec convocation qui donne convocation. On est plutôt dans le thème là. Hein. C'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est un beau body. Il a le même avantage que justement Kasla, c'est-à-dire qu'il a la vigilance. Donc à tous les tours, il pourra et donner une petite baffe et s'engager derrière pour aider les autres sorts à se lancer. Toujours sympa. J'ai mis des guillemets quand t'as dit petit. Des petites baffes. C'est une 5/5 vol quand même. C'est une 5/5, oui. Mais non, ouais, pour moi, ça, c'est une carte elle a vraiment sa place dans le deck pour le coup. Là, on y est. Bon, évidemment, elle a pas la célérité, donc elle a un peu le même mini défaut que la baguette qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire que il va falloir passer le tour si on veut vraiment lancer un sort qui n'est pas la convocation de base avec la convocation. Ouais. À voir à quel point les autres joueurs peuvent avoir peur de cet effet-là, quoi. En fait, je me dis qu'il y aurait peut-être eu une autre façon de le warder, mais ça aurait été encore plus dangereux, c'est en disant que c'est pas quand il attaque, mais quand il s'engage. Mais le souci, c'est qu'il y a des combos qui auraient pu être possibles. Bien sûr. Je peux comprendre. Là, il y a un moment où t'es un peu coincé quoi, dans ton design. C'est soit tu fais une carte complètement explosée, soit tu fais une carte qui est bien. Voilà. C'est ça. Moi, je pensais à l'ETB, moi, justement. Donc, ça s'assure de faire l'effet une fois. Par contre, ça le fera qu'une fois. Ou alors à l'ETB et quand il attaque. Alors, ouais, là, vraiment, cette carte, elle serait waouh. Mais après, il y a un autre problème, c'est que si tu le fais à l'ETB, ça veut dire que Blink, ouais. Alors, donc, il y a plein de conneries qui auraient pu être faisables. Je crois qu'ils ont trouvé le meilleur design, honnêtement, sans être explosé. Oui. Voilà. Là, on chipote, hein, ça, franchement, elle est très bien. Voilà. C'est une bonne carte, oui. La carte suivante, c'est l'escamoteuse de Brume Prairie. C'est une créature sanguin et sorcier. C'est une 3/2 pour 3, dont bleu ou blanc. Hybride. Et à chaque fois que l'escamoteuse de Brume Prairie devient engagée, exilez jusqu'à un permanent non-terrain non-jeton ciblé. Renvoyez cette carte sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin. Ouais. Qu'est-ce qu'on en pense, Thibaut, de l'escamoteuse? On sait que ça fait référence à l'envoûteuse de Brume Prairie, qui était une carte plutôt jouée à une autre époque du Commander, dans les decks Blink notamment. Ouais. Là, c'est bien, mais c'est plutôt moyen dans le deck. Ouais. En fait, on sait qu'elle va devenir engagée régulièrement parce que elle va aider à convoquer d'autres sorts, c'est pas un problème. Mais en fait, l'exil, enfin le blink jusqu'à la fin du tour, il est cohérent parce qu'en fait, finalement, la carte en question, le permanent en question, va revenir dégagée. Donc, si c'est une créature, elle va pouvoir convoquer à nouveau, mais uniquement en éphémère, puisque ça sera au début de l'étape de fin. Donc, c'est ça qui est un petit peu étrange, en fait, là-dessus. Après, tu peux t'amuser à jouer Blink, mais c'est pas l'objectif du deck. On n'est vraiment pas dans un jeu qui a les effets d'arrivée en jeu, hein, c'est relativement limité. Il y en a très peu, effectivement. Il y en a très peu, et des fois, ils sont un peu conditionnels. Donc, du coup, ok. Je sais pas. Après, t'as probablement d'autres sorts qui pourraient être utiles, mais en fait, d'autres sorts, d'autres permanents. Mais c'est très bizarre, en fait. C'est presque... Il faut que les permanents en question soient utiles vraiment au deck à leur arrivée en jeu ou quand ils quittent le champ de bataille, pour que tu puisses vraiment jouer avec l'escamoteuse. Et elle joue avec la convocation aussi, mais c'est bizarre.
Elle est vraiment bizarre. Si on pouvait convoquer justement en éphémère avec elle, ça nous permettrait d'avoir un effet de sauvetage en fait, quoi, justement. Par exemple, pour notre commandant éventuellement qui allait se faire gérer, il reviendra à la prochaine étape de fin. Mais honnêtement, dans le deck, c'est pas non plus les effets qui sont très présents. Ouais, bah disons que c'est pas les meilleurs non plus en fait. Voilà. On a beaucoup de convocations créatures, quelques-uns d'autres permanents, quelques éphémères, quelques rituels, et du coup c'est tellement mixé entre tout que c'est compliqué quoi. Je vois qu'il y a de l'idée en fait. Je vois qu'il y a de l'idée, mais elle a le cul entre 3 ou 4 chaises dans ce deck et ça me... Ouais, non, pas vraiment. Ouais, je suis assez d'accord. La carte suivante, c'est l'éveilleuse de Grège Feu. Une créature humain et sorcier qui coûte X, 1 et 1 rouge et 1 blanc. Et c'est une 3-2 qui a la convocation. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, créez X jetons de créature 1-1 rouge élémental avec, à chaque fois que cette créature devient engagée, elle inflige une blessure à un joueur ciblé. Et bah tu sais quoi Thibaut ? Moi je l'aime bien celle-là. Elle est pas mal. Voilà, elle est pas parfaite, elle est pas incroyable, mais je l'aime bien. Et je l'aime bien parce que, voilà, c'est du générateur de tokens, du coup, pour payer la convocation, qu'elle a elle-même la convocation, en fait. Justement. Donc on peut payer, voilà, pour être clair, on peut payer le X, mais tout le reste du coup en mana en engageant des créatures. Et en fait, pour moi, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces jetons qu'on a générés, ils aient un effet en s'engageant. Là, là, il y a un impact, en fait, qui commence à être mis en jeu. Ça donne envie, en fait. Hein. Vraiment, c'est ça. C'est ce côté où tu te dis, ouais, là, on voit le côté synergique, convocation. Là, tu le sens bien. Tu le sens bien, en effet. Je suis très d'accord avec toi. Et la dernière nouvelle carte, vous commencez à avoir l'habitude, c'est l'élixir de Sani. Un artefact pour 4, si vous deviez lancer au moins un dé planaire, à la place lancez ce nombre de dés planaires plus 1 et ignorez un de ces dés. Engagez-le et ajoutez 2 mana incolore. Ce qui est marrant, c'est que c'est toujours moi qui fais du coup la description de la carte, donc du coup j'ai pas trop de problèmes à force. En gros, comme on le dit tout le temps, pour 4 mana, faire 2 mana incolore en caillou, c'est du standard, c'est ce qu'on s'attend à voir. C'est pas trop pété, c'est la norme, quoi. Si jamais vous jouez en mode plane chase, du coup, il y a l'interaction avec le dé planaire, et bien, du coup, vous avez en plus cet effet qui est complètement explosé. Voilà, c'est un simili pouce de Krark qui va vous permettre, du coup, de lancer 2 dés. Et étant donné que, je rappelle, le dé planaire, il y a que 2 faces sur les 6 qui sont... qui ont un effet, qui ont un impact. Bah ouais, c'est vrai que, du coup, avoir 2 dés lancés, au moins t'as le choix, etc. Surtout si tu veux pas faire le chaos planaire, et tu vas peut-être préférer faire une phase vide, et du coup ne rien faire, ou alors pas changer de plan, etc. Ou alors pouvoir peut-être tomber sur l'un ou sur l'autre, parce que t'as envie de dégager, justement. Donc ouais, il est vraiment génial pour le plane chase, et en dehors il est ok, voilà. Voilà, pas grand chose à dire, jouer en plane chase c'est rigolo. Oui. On va maintenant parler des rééditions du deck. Alors, ça a été un peu bizarre, on va pas se mentir pour faire cette liste. Parce que il y a de la convocation, d'accord. Il y a du coup création de jetons. Et il y a d'autres petits trucs qui sont un peu liés à l'un et à l'autre. Mais alors, ce qui est assez drôle quand on regarde, c'est que techniquement, dans toutes les cartes dont on va parler, il n'y en a que une qui a la convocation. En termes de bonne réédition intéressante pour le deck, pour la stratégie, et de manière générale pour le commandeur. Et on va commencer avec les 3 premières qui sont, alors, pas du tout liées les unes aux autres. C'est des trucs complètement différents. Mais par contre, qui sont 3 bonnes rééditions, et elles ont toutes une place très importante dans ce deck. On a Elspeth, championne du soleil, le sonneur de cloche du village, et les secousses d'impact. Et je pense que waouh, c'est le mot qui revient tout de suite quand tu vois ces 3 rééditions. Ah, ces 3 excellentes cartes, ça fait en plus un petit moment qu'on n'en avait pas vu justement Elspeth, secousse d'impact. Ouais. On est content de les revoir, enfin. Ouais. Et ouais, non, 3 excellents effets en fait. Petit big up au sonneur de cloche du village, hein, qui fonctionne très très bien avec la convocation en général. Ouais. Voilà, hein, c'est vrai que si t'as un board qui convoque, sonneur du village arrive, hop, voilà, tu le regagnes tout dégagé, on est parti. Il sonne les cloches, on y retourne les gars.
C'est ça. Mais non, mais après, bon, espèce, effectivement, on va très souvent faire son +1. Pour le coup, par contre. Ouais. Très souvent. Et si le commandant est pas là, on fera un petit -3. Allez hop. Allez. Et non, bah, secousse d'impact. Bah, création de jetons. Donc, Un du coup, petit c'est impact. pertinent. Un petit impact. Dans la gueule, l'impact. Les 3 cartes suivantes, là, on s'est plus axé sur la génération de jetons, pour le coup. Donc, on a la Conquête des Landes, l'Ange des Mérias et le Kraken du Nadir. C'est beau. C'est beau, c'est différent quand même à chaque fois. Hein. On a pris soin de faire 3 façons différentes de générer des jetons. Bon, la plus simple, c'est la Conquête des Landes. On paye, on crée. C'est et beau. En éphémère, ça c'est super. On peut attendre de voir quel mana on dispose à la fin de tour, même justement. Et on crache ce qui reste. L'Ange des Mérias, moi j'aime beaucoup parce qu'on est sur ce côté. En fait, tu poses un terrain et tu vas créer un jeton qui peut aider la convocation. Donc, virtuellement, pour tes sorts convocation, tu as gagné 2 mana. Voilà, c'est pas mal du tout. Hein. C'est une carte qu'on a vu beaucoup rééditer Ange des Mérias récemment. Hein. Même dans l'extension précédente, dans le deck Neyali, on avait déjà l'Ange des Mérias réédité. Mais juste, il est super pertinent dans ce deck aussi. Donc, la value, ça fonctionne bien. Hein. Puis le Kraken du Nadir, il paraît qu'on a un commandant qui aime me faire piocher. Voilà. C'est le plus... voilà, c'est un peu le plus pénible parce qu'il faut payer un, quoi. Ouais. Payer un à chaque fois, on doit peut-être faire autre chose de son mana. Mais moi j'aime beaucoup, et ça c'est perso, mais le fait qu'il fasse une petite tentacule et qu'il grossisse, moi je trouve ça hyper RP, j'adore. On vous a mis également quelques cartes de pioche, alors toutes deux liées à la stratégie du deck. On a Tourbillon de Pensée d'un côté et Pince-Crâne de l'autre. Tourbillon de Pensée, je pense que c'est bien de préciser que le deck contient un peu plus d'un tiers, donc il me semble 32 cartes à peu près, de cartes qui sont des cartes non-créatures, enfin des sorts non-créatures. Donc du coup Tourbillon de Pensée fonctionne plutôt bien, même si je suis pas forcément 100% convaincu. J'aime bien quand il y a un petit peu plus de sorts non-créatures pour piocher de manière plus récurrente quand même. Ouais, voilà, après il y a d'autres outils de pioche, c'est toujours une petite plus-value, on va dire. C'est sympa. Et puis le Pince-Crâne, on fait des jetons, beaucoup de jetons qui sont des 1-1. Du coup, s'il y a besoin de piocher, c'est plutôt pas mal. Et nos 2 dernières cartes, donc là on a des trucs sympas en fait. C'est la gestion quoi. Voilà, on gère. On gère en convocation pour l'heure du jugement, sans la convocation pour usure et déchiqueture. Lors du jugement, qu'est-ce qu'on pense de détruire toutes les créatures non jetons en payant ce sort avec nos jetons? Ouais, alors là, c'est évidemment, on pouvait pas vraiment passer à côté dans les rééditions du deck, puisque vu que le deck crée pas mal de jetons, ça a l'air vraiment très intéressant. Mais pour moi, il y a un gros problème, c'est que techniquement, le deck n'est pas composé que de jetons en créatures, et qu'il y en a quelques-unes qui sont très importantes pour le deck. En dehors du commandant, enfin des 2 commandants, il y a d'autres créatures qui sont quand même pas mal intéressantes. Il y en a même, c'est des créatures avec la convocation, donc c'est un petit peu l'objectif entre guillemets du deck, d'essayer de les lancer. Alors bon, les détruire derrière, t'es là... ouais. C'est toujours le souci, mais dans un choix de race-board, disons que voilà, celui-là c'est celui qui pourrait ne pas nous affecter de temps en temps quand même. Voilà. Et puis il peut coûter très peu cher. Ouais. Et usure et déchiqueture, c'est simple, la carte a été assez peu rééditée. Ça reste une très bonne carte dans les jeux qui ont du blanc et du rouge. Donc, pour 3 mana, tu gères artefacts et enchantements, c'est quand même très pertinent. Ouais, et le coût, c'est un éphémère, hein, je veux dire, donc c'est très bien. C'est très très bien là-dessus. C'est une carte qui est globalement recherchée, hein, malgré le fait qu'elle soit unco à la base. Donc, c'est pas mal du tout. Je note également, on va pas vous la montrer, mais je vous le précise, j'aime bien parce que ça fait 2 fois que je tape sur la gueule de cette carte sur ces 2 rééditions. Il y a Commandement d'austérité dans le deck également en Vrasse. On n'a pas voulu vous en parler parce qu'en fait, il est ultra non synergique avec le deck, puisque le deck, comme il se base sur la convocation et qui comporte des créatures avec des gros coups de mana et des jetons, il y a déjà 2 modes en fait sur lesquels vous allez fortement hésiter à utiliser. Et le problème, c'est que, étant donné que le deck contient pas mal d'artefacts, notamment pour la rampe, au cas où il y aurait des problèmes, en fait, finalement, ça laisse assez peu de choix, et les choix sont très orientés. Donc pour une Vrasse qui coûte 6,
c'est finalement pas terrible. Ouais. Voilà. C'est pas très adapté au deck en tout cas. Passons maintenant au plan. Et du coup au plan chase. Donc c'est le moment de la petite explication de Thibaut qu'il aurait dû fortement enregistrer avant de commencer à faire les épisodes. Mais c'est pas grave, il le fait avec le sourire et du coup il vous réexplique ce qu'est le plan chase. Ouais. Donc voilà. Avec un titre beaucoup trop long, bien évidemment. Alors pour ceux qui ne veulent pas entendre parler de plan chase, je vous invite à passer les 10 prochaines minutes et à arriver un peu plus vers la fin au moment où on fera la conclusion et le bilan de tout ce deck. Mais pour rappel, du coup, le plan chase c'est quoi? C'est un mode de jeu en fait qui n'est pas un format à part entière, si on peut dire. Il y a deux façons d'y jouer. Il y a le mode YOLO, t'as vu, c'est fun, dont je vous parlerai rapidement après. Mais on a surtout le format traditionnel, c'est-à-dire que chacun des joueurs, c'est du multijoueur bien évidemment, conseillé à 4 joueurs ou plus, voilà, comme vous voulez. Tant qu'il y a du monde à la table, c'est fun. Et en fait, vous allez chacun vous ramener avec un deck de 10 plans, qui sont ces grandes cartes comme celle-ci qui est affichée à l'écran. Et ces 10 plans, alors 10 plans minimum, vous pouvez en mettre beaucoup plus, etc. C'est du singleton, donc un seul exemplaire de chaque, etc. En fait, ces plans, tout simplement, sont là pour représenter l'endroit sur lequel vous êtes en train de combattre. Le plan affecte tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a un effet statique ou déclenché qui est dans la partie la plus claire du texte que vous voyez juste en dessous du nom du plan où se trouve le lieu en question. Donc voilà. Et ensuite, on a la partie chaos planaire dont je parlerai un petit peu juste après, qui est en dessous de cette partie-là. Donc ces effets-là du coup vont affecter tout le monde et vont affecter le déroulement de la partie. Le premier joueur à jouer va révéler en fait la carte du dessus de son deck planaire, qui a évidemment été mélangée au hasard, hein, voilà, tout à fait, logique. Et en fait à partir de là, du coup les gens vont pouvoir lancer le dé planaire, qui est un D6 avec une face pour transplaner et une face pour faire le chaos planaire. Si vous transplanez, si vous arrivez à faire du coup le symbole de transplanement, du coup vous allez révéler la carte suivante du dessus de votre deck planaire et la mettre du coup à la place de la précédente. Et si jamais vous faites le chaos planaire, du coup ça va déclencher ce qu'ils appellent le chaos qui s'ensuit. Et du coup vous allez réaliser l'effet qu'il y a sur ce plan. Donc voilà, aussi simple que ça. Sachant que le dé planaire, vous pouvez le lancer uniquement en rituel pendant votre tour. Donc quand la pile est vide, etc. Vous pouvez le lancer durant chacun de vos tours une fois gratuitement, puis ensuite vous paierez 1 mana, puis 2 mana, puis 3 mana, puis 4 mana. Évidemment, à votre tour suivant, ça recommencera à nouveau une fois gratuit, 1, 2, 3, 4, etc. Voilà. Le but de ce mode de jeu traditionnel de Plan Chase, en fait, c'est d'être stratégique, c'est-à-dire que vos plans, c'est vous qui les choisissez. Donc du coup, généralement, on fait en sorte de choisir des plans qui sont synergiques avec votre deck. Et le mode YOLO t'as vu, c'est fun, le Plan Chase, en fait, c'est on va réunir au minimum 40 plans différents et dire, ok, on a un gros pack de plans, ou mélangés en mode bordel, et en gros, c'est les mêmes règles que le Plan Chase, sauf qu'il n'y a pas de pack de plans à part, c'est juste un pack global pour tout le monde. Voilà. C'est un peu plus drôle parce qu'il y a moins de côté stratégique, mais si vous voulez jouer plutôt stratégique Plan Chase, le mode traditionnel peut vous convenir aussi. Voilà. Et ici, dans ce deck, on a 5 plans réédités, et on a un 5 plans tout nouveau qu'on va commenter ici en premier. Le premier plan, c'est donc les hauts du logogriffe sur le plan de Ekoir. Quand vous vous transplanez vers les hauts du logogriffe, chaque joueur qui contrôle moins de terrain que le joueur qui contrôle le plus de terrain cherche dans sa bibliothèque un nombre de cartes de terrain de base inférieur ou égal à la différence, les révèle, les met dans sa main, puis mélange. Et le chaos planaire dit que vous piochez une carte, puis vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain de votre main. Ouais, ok, ça sera ma réaction à ce plan. Non, mais c'est un petit effet sans grande conviction, quoi. Là, pour le coup, oui. Je suis assez d'accord. Ça rattrape du retard. Ça n'a pas d'intérêt dans le deck, je trouve, en fait. Dans le deck, on n'est pas, enfin, comment dire, on joue pas vert, donc il y a peu de chances qu'on soit le joueur qui a le plus de terrain. Oui. À part ça, ouais. C'est tout. C'est tout. Ceci est un deck non vert dont du coup les hauts du logogriffe sont stratégiquement intéressants. Exactement. Okay. Je vois pas d'autres liens. Après c'est un peu pareil pour tout le reste. Moi ce qui me dérange un peu c'est le chaos. Parce que mettre une carte de terrain sur le champ de bataille, t'es là, oui d'accord, bon, enfin tu pioches, ok. Oui. Mais c'est pas non plus... Ah non, mais vraiment c'est ok quoi. C'est une carte, c'est...
Je me souviens plus de cette carte de Strixhaven dans les decks Commander qui disait justement que... qui disait la même chose, tout le monde va chercher des terrains et en fait rattrape le retard, mais par contre ça avait été en jeu il me semble. Donc du coup ça faisait une grosse différence, là où les lots du logogriffe en fait ça va juste vider ta bibliothèque à la limite. Ouais, en plus, ouais. Ce qui peut être intéressant. Ouais, pour moi ça reste quand même vanilla le plan quoi là. Oui, un petit peu en effet. Le plan suivant c'est les terres fertiles de Solvinia. Donc à chaque fois qu'un joueur engage un terrain pour du mana, ce joueur ajoute un mana de n'importe quel type que ce terrain a produit. Et quand le chaos s'ensuit, révélez les cartes du dessus de votre deck planaire jusqu'à ce que vous révéliez une carte de plan. Le chaos s'ensuit sur ce plan, puis mettez toutes les cartes révélées de cette manière au-dessous de votre deck planaire dans l'ordre de votre choix. Ça inclut également le plan qui a été révélé et sur lequel on a fait le chaos planaire. Voilà. Tout à fait. Donc c'est très drôle ce plan, il est vraiment amusant. Du coup, du mana supplémentaire, ouais, le chaos est drôle. Le chaos est drôle. Par contre, je trouve qu'il faut presque un deck de plans si tu veux le jouer en mode traditionnel, où tous tes plans ils ont un chaos qui est super intéressant pour toi. Ouais. Et ouais, sinon l'effet statique. Il a pas de rapport dans ce deck encore une fois. Non, et encore une fois, on n'est pas un deck vert. En fait, c'est vrai que c'est bizarre d'avoir un deck convocation dans lequel on propose un truc qui génère plus de mana. T'es là, justement, non. C'est intéressant en plus. Le deck, justement, on l'a dit au tout début de la vidéo, convocation, normalement, c'est vert. C'est une convocation, ça, c'est une de ses couleurs principales, c'est le vert. Et là, on l'a pas. Donc c'est intéressant justement de faire autrement. Et on a l'impression qu'avec ce plan, on nous dit non, mais faites comme si vous aviez du vert finalement. Enfin. Et là, non, proposez-nous d'autres choses justement plus. Les saveur, designers là. qui ont designé les plans, en fait, ils savaient pas qu'il y avait pas de verre dans le pack. Ouais. Merde, il fallait le dire. Merde. J'avais pas fait gaffe. Bon, et voilà, c'est plutôt mais ok. Oui. Le plan suivant, c'est la Drupe de Norn. Donc sur le plan de la nouvelle Phyrexia, quand vous vous transplanez vers la Drupe de Norn, le chaos s'ensuit. Et justement, le chaos, c'est que vous révélez les cartes du dessus de votre deck planaire jusqu'à ce que vous révéliez une carte de plan. Transplanez-vous vers ce plan, excepté que vous ne vous transplanez depuis aucun plan. Mettez le reste des cartes révélées au-dessous de votre deck planaire dans l'ordre de votre choix. Mais Thibaut, du coup, ça ne fait rien. Bordel. Parce qu'on transplane, mais on transplane pas. Eh oui, alors c'est un peu bizarre, mais du coup on est allé vérifier au niveau des règles, on a évidemment la release note qui est enfin sortie, et c'est bien ce que je pensais au moment où on l'a lu, c'est qu'en fait le chaos planaire ne nous fait pas transplaner, il va juste révéler les cartes de plan pour en fait ajouter un plan supplémentaire en plus de la Drupe de Norn. Donc tant que la Drupe de Norn est notre plan actif, les autres plans vont juste se greffer dessus chaque fois que quelqu'un fera un chaos planaire. Par contre, si jamais on transplane, du coup qu'on réussit à faire un lancer de déplanaire où on va transplaner sur un autre plan, on va reprendre les règles classiques. C'est-à-dire que toutes les cartes qui ont été révélées en fait vont être remises en dessous des decks planaires, etc. de chacun de leurs propriétaires. Et derrière, la Drupe de Norn, elle va juste repartir également, et on va juste remplacer par le plan suivant, donc le nouveau plan. Mais pendant ce temps-là, en fait, la Drupe de Norn, tant qu'elle est là, elle va cumuler les plans qui vont se greffer à elle, et si jamais on fait un chaos planaire, on fait le chaos planaire sur tous les plans qui ont été révélés avec la Drupe. Donc c'est le gros bordel, voilà. Mais bon, elle est censée représenter en même temps l'invasion du multivers, donc oui, tu m'étonnes. Ouais, alors ça... Bon, franchement, je pense pas que ça puisse être synergique avec n'importe quel deck. Par contre, c'est synergique avec le Planechase, quoi. Là, on est à fond dedans. Hein. Ah oui, non, là, c'est Planechase à fond. Hein, et puis, t'as vraiment envie de faire fonctionner le truc. Après, je pense que dans ton deck, il te faut des grosses synergies. Parce que tu voudras faire le chaos, etc. Il y a des trucs qui peuvent être vraiment con-con. Sachant qu'en plus, il y a un phénomène qui n'est pas dans le deck, je vais en parler assez vite fait, mais qui permet de dire que sur le prochain plan, tous les lancers de dés qui sont normalement vierges et du coup qui ne font aucun effet sont des chaos planaires. Ouais. Donc t'as 5 chances sur 6 de faire un chaos planaire. Si tu fais ça avant la Drupe de Norn, c'est la catastrophe. Voilà, la partie, c'est le bordel. Ouais, non, franchement, moi, ça, pour le mode de jeu, justement sympa, entre amis, prenez-le celui-là, c'est incroyable. Oui, c'est lol, c'est très lol. Le plan suivant, c'est
Alors, c'est Strixhaven. Les Oui. sorts d'éphémères et de rituels que les joueurs lancent ont la démonstration. À chaque fois que le chaos s'ensuit, renvoyez dans la main de son propriétaire jusqu'à une carte d'éphémère ou de rituel ciblée depuis un cimetière. Je vais me permettre de faire un petit rappel sur ce qu'est la démonstration, parce que littéralement on a eu que 5 cartes dans les decks commandeurs de Strixhaven qui littéralement utilisaient cette capacité-là, et honnêtement, la plupart ont été oubliés, pour une très bonne raison. En fait, chaque fois qu'un joueur lance un sort d'éphémère de rituel, il peut le copier, et s'il copie, en fait, il va choisir un adversaire qui le copie également. Voilà. Et vous pouvez évidemment tous choisir de nouvelles cibles pour les copies, comme d'habitude. Mais démonstration, c'était pas terrible, parce que la plupart des sorts étaient, c'était des choses qu'on voulait pas vraiment donner aux adversaires. Mais après, il y a le côté stratégique, etc. Tu choisis un adversaire qui en tire pas un gros avantage. Mais honnêtement, c'est un bon plan. De manière générale, je pense que selon les sorts que tu vas utiliser, tu te dis, bah oui, en effet, ça va être super, ça va bien fonctionner. Si tu joues un deck Spellslinger, ça peut être vraiment cool, à condition que tes sorts soient bien sélectionnés, justement. Et que les adversaires puissent pas en tirer une vraie plus-value. Le gros problème, c'est que majoritairement, les sorts, les gens vont pouvoir en tirer une plus-value aussi. Oui. Mais comme t'en fais une copie aussi, t'es là, t'es content, tu fais 2 fois ton sort, t'es heureux, quoi. Ça, tu peux avoir une plus-value sur le fait de copier tes sorts aussi. Enfin, oui, aussi. Il peut se passer notamment des avec la sorcellerie, le Magecraft de Strixhaven, justement, qui est plutôt pas mal. Par exemple. Mais dans ce deck... Voilà. Bon. Verdict, Abel. Mais vous avez déjà dit mais pour un de ces plans. Voilà, on est toujours pareil, c'est oui, bon, ça fait un petit effet, c'est sympa, mais on n'est pas dans la stratégie, on va pas générer beaucoup d'impact concrètement. Que ce soit avec le passif ou avec à la limite avec le chaos planaire, si on arrive à renvoyer un rituel ou éphémère avec la convocation mais même là, enfin dans le deck, c'est pas ils sont pas hyper impactants en fait. Il y a une raison pour laquelle on a parlé que d'un seul sort convocation dans nos rééditions. Donc en fait, ouais. On va se transformer en mouton d'ici la fin de la vidéo. Mais vite, passons au suivant. Le plan suivant, c'est la liste de la bravoure sur le plan de Kilem, qui, du coup, là, c'est là où ça se passe Battle Bond. Et ça se voit tout de suite sur la carte, puisque à chaque fois que votre équipe attaque avec exactement 2 créatures, ces créatures acquièrent la double initiative jusqu'à la fin du tour. Et le chaos planaire, à chaque fois que le chaos s'ensuit, dégagez jusqu'à 2 créatures ciblées que votre équipe contrôle. Si c'est une phase principale, il y a une phase de combat supplémentaire après cette phase, suivie d'une phase principale supplémentaire. Bon, petit rappel déjà pour dire que si vous jouez à 4, 5, 3... mais chacun pour soi, vous êtes une équipe de 1. Voilà, c'est tout. Donc ça marchera, hein. Voilà, ça s'applique, tout va bien. C'est pas seulement entre la deux têtes. Voilà. 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 Et... Thibaut, quel bruit fait le mouton déjà? Mais. Ah, ouais, écoute, je suis d'accord. Après, il y a des choses intéressantes, mais c'est juste dans ce deck, t'es là... C'est toujours pareil en fait. Ouais, parce que les créatures, on n'a pas envie de les dégager pour faire une phase attaque. On va avoir envie de les dégager pour convoquer, mais faire le chaos planaire pour dégager 2 créatures, t'es là... ok, c'est pas terrible quoi. C'est vraiment pas terrible. La seule chose, c'est si on attaque avec 2 créatures, dont une qui est notre commandant, ça reste une 5-4 qui a le vol, bon... Oui, en double limite, voilà. Mais ce que je disais en fait tout à l'heure, c'est qu'on peut jouer Voltron. Oui. Mince. Mince, on est retourné sur le plan que j'avais prévu au début. Non mais ouais, après à côté de ça, bof quoi. Non, ouais, pas incroyable. Ailleurs sûrement, pas ici. Le plan suivant, et on commence les rééditions, c'est la Gavonie sur le plan d'Innistrad. Toutes les créatures ont la vigilance, simplement. Et quand le chaos s'ensuit, les créatures que vous contrôlez acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Tellement simple. Tellement simple. Est-ce qu'on a besoin de plus, franchement? Non, mais en plus tu le disais plus tôt dans la vidéo, c'est que donner la vigilance à nos créatures, c'est super intéressant. Ça leur permet à la fois d'attaquer et derrière de convoquer. Donc ça fonctionne super bien. Et le petit chaos planaire, il est sympa, il est bien. Mais voilà quoi, c'est... La capacité statique est déjà géniale.
en soi. Oui, oui, oui. Bon, le Chaos Planner, c'est vraiment pour dire bon, tu sais quoi, je vais quand même attaquer avec tout avant de convoquer, parce que de toute façon, j'ai rien à perdre. Après, il y a juste un problème avec Gavony, parce que, étant donné que c'est une réédition, j'ai déjà joué avec ce plan, c'est que il faut rappeler que c'est toutes les créatures qui ont la vigilance, pas que les vôtres. Donc, c'est-à-dire que même les créatures adverses, bah, elles vont l'avoir. Donc, évidemment, étant donné que vous allez placer vous-même Gavony, bah, vous en tirez l'avantage le premier. Et généralement, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir bourrer. Mais après, ça risque d'être un petit peu en mode, bah, personne n'attaque parce qu'en fait, tout le monde peut bloquer. Donc, c'est un peu le bordel. Sauf si on a des esprits qui volent. Et ouais, c'est pas mal. Le plan suivant réédité, c'est le Champ d'Edron d'Agadim sur le plan de Zendikar. Les créatures de force supérieure ou égale à 7 ne peuvent ni attaquer ni bloquer. Et le Chaos Planaire vous fait créer un jeton de créature 7/7 incolore Eldrazi avec Annihilateur 1. Chaque fois qu'il attaque, le joueur défenseur sacrifie un permanent. Ouais, c'est simple aussi. C'est bourrin par contre. Oui. Ah, ce plan-là, il est... Ça, c'est le plan que vous voulez pas croiser, hein, voilà. Ouais. Donc... là, honnêtement, faut lancer le dé en fait. Faut lancer le dé soit pour partir, soit pour être le premier à avoir l'Eldrazi en fait. C'est ça, complètement. Et si vous touchez l'Eldrazi, il faut lancer le dé pour partir le plus vite possible. Voilà. Après, si on a le Chaos Planaire, même si notre Eldrazi peut pas attaquer, nous on peut s'en servir autrement. Ça, c'est l'avantage, en effet. Voilà. C'est l'avantage. Mais bon, je vous avoue que dès que vous serez plus sur le Champ d'Edron, vous allez tout de suite bourrer avec plutôt que de convoquer. Hein. C'est un peu plus violent quand même quand vous attaquez. Il va plus jamais s'engager en dehors de la phase d'attaque. Et le plan suivant, c'est la Crozia. Toutes les créatures gagnent +2/+2. Chaos Planaire, vous pouvez ajouter un mana de chaque couleur. Wouh! Ça va, vous avez suivi? Ah ouais. Simple mais efficace. Là, ouais, et puis bah oui. Enfin. Normalement. Alors, +2, on n'en tire pas un avantage avec la convocation, c'est dommage. Non, surtout que, encore une fois, comme pour la Gavony, toutes les créatures ont +2/+2. Donc faut faire attention à ce qu'il y a sur le champ de bataille des adversaires. Mais tu sais qui aimerait bien avoir +2/+2 dans ton deck? Ah ouais. Ton commandant une qui créature est qui aimerait avoir la... 5/4. Voilà, exactement. C'est dingue. Non, mais vraiment, ça fait qu'en 3 coups, elle tue. Ah ouais. C'est ça, mais franchement... Elle est intéressante pour sa ligne de texte, hein, je maintiens. Mais effectivement, là... on peut en faire un beau bébé quand même. Hein. En fait, les plans, ils veulent que tu joues Voltron avec Kasla, c'est impressionnant. Ouais, c'est fou. Hein. C'est vraiment fou. Et ouais, bah après, 5 mana... pourquoi pas, quoi. J'allais dire gratuit, ça dépend de combien de fois on a lancé le dé pour tomber sur le Chaos Planaire. Mais... Exactement. La carte suivante n'est pas un plan, c'est un phénomène. Du coup, les phénomènes, en fait, vous les rencontrez dans votre deck de plans et ensuite, bah, vous transplanez vers le plan suivant. C'est comme un éphémère ou un rituel, quoi. Quand vous rencontrez le modelage de la réalité, en commençant par vous, chaque joueur peut mettre sur le champ de bataille une carte de permanent de sa main. Aïe. Ouais, là je suis au-delà du mais, là, pour le coup. On a bien dit tout à l'heure qu'il y avait une trentaine de cartes qui étaient non-créatures. Alors, j'ai pas revérifié le nombre d'éphémères et de rituels, mais c'est quand même assez conséquent. Donc, j'ai un petit doute, là, quand même. Ouais. Ouais, je vérifie ça, il y en a 18. Bon, ouais. Voilà. C'est pas non plus exceptionnel, mais c'est juste... En fait, les permanences, c'est vraiment bizarre de vouloir les mettre en jeu, d'autant plus que... Bah, comme vous les mettez en jeu, vous les lancez pas, les triggers avec la convocation fonctionnent pas sur le commandant, sur d'autres sorts, et là, enfin, il y a plein de choses qui fonctionnent pas avec ce phénomène. En fait, faut vraiment avoir du bol sur sa main quand le phénomène arrive, quoi, pour avoir quelque chose qui nous intéresse vraiment à être posé. Parce que honnêtement, chaque joueur peut mettre. Je pense qu'il y a des mondes où on garde ton de main, on pose rien pour pouvoir justement lancer nos sorts. Ouais, c'est vraiment bizarre. C'est bizarre, c'est dommage. Et le dernier plan de ce deck, c'est la Stency. À chaque fois qu'une créature inflige des blessures à au moins un joueur pour la première fois à chaque tour, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Et quand le chaos s'ensuit, chaque créature que vous contrôlez acquiert, engagez-la, et elle inflige une blessure à une cible, joueur ou planeswalker, jusqu'à la fin du tour. Et t'as vu, on peut encore mettre des marqueurs sur Kasla. J'étais sûr que t'allais le dire, j'en étais sûr. Excellent. Bah oui, mais en même temps, là, c'est vrai que on n'est pas dans un deck qui est forcément agressif, alors il faut quand même le comprendre. Ça peut être une condition de victoire, mine de rien.
Parce que bon, on a un commandant qui tape, et quand on crée des jetons, si au bout d'un moment on peut plus convoquer, bah c'est une condition de win potentielle. Mais voilà, les marqueurs, je suis pas vraiment sûr. Je sais pas trop quoi dire dessus. Le chaos planaire a l'air plutôt pas mal, en effet, si t'as pas mal de jetons. Tu peux mettre directement les blessures sans avoir à te soucier d'une phase d'attaque. Mais je sais pas, c'est vraiment étrange. Ouais, pour moi, le premier, l'effet statique, je suis un peu comme toi, je sais pas vraiment quoi en penser. Le chaos planaire, je l'aime bien parce que ça nous donne une troisième option en fait. C'est-à-dire, voilà, on peut se servir de créatures pour taper, pour payer des coups, ou pour infliger des dégâts à distance. Donc là, moi, j'aime bien ce côté-là. Après, est-ce que déjà dans le deck, on va avoir assez de créatures pour que ce soit vraiment impactant, qu'elles gagnent cet effet-là Ça va être compliqué. Parce qu'après, c'est un choix, hein. C'est-à-dire que voilà, c'est soit on fait ça, soit on les engage pour la convocation. On peut pas faire les deux, voilà. Même si, voilà, il y a le côté modulaire qui est intéressant. Par contre, c'est l'un ou l'autre tout de même, donc ça peut être très vite oubliable cet effet en fait. Dans un deck jeton sans convocation, je pense que celui-ci serait meilleur en effet. Oui, complètement. Ouais. Bref, passons au bilan, parce que je pense qu'on a des choses à dire. Encore une fois. C'est ce que je dis à chaque fois, voilà, c'est sur chaque vidéo de cette édition, c'est assez particulier. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Abel, de ce deck ? Eh ben écoute, moi je suis passé par deux phases, hein. Vraiment quand j'ai commencé à voir les commandants possibles, je me suis dit ouais d'accord, ça c'est hyper intéressant justement, c'est nouveau en plus pour la convocation, ça rappelle des choses, le commandant principal il est ultra intéressant, les synergies fonctionnent bien justement avec les petites créatures légendaires, machin. Et puis en fait quand tu regardes un peu plus près la présence déjà de la convocation dans le deck et la qualité des cartes en convocation dans le deck, tu déchantes un peu justement. Et voilà, et puis après tu te rends compte que ce que tu vas vouloir c'est générer des jetons. Et quand tu vois les générateurs de jetons, tu dis ouais. Et en fait, finalement, tu commences à voir qu'il y a différentes stratégies qui ont. Déjà, vu qu'il y en a plusieurs, elles ont moins de support qu'est-ce qu'elles pourraient avoir. Mais en plus, la qualité du support, il laisse un peu à désirer justement. On vous a parlé de certaines rééditions qui sont très très bien. On est un peu fouillé quand même hein, pour les trouver. Ouais. Je viens de revérifier également, il y a 17 cartes avec la convocation dans le deck, ce qui est peu. Mais on va pas se mentir, en fait, il y en a pas vraiment plus. Il y en a peu. Et surtout, il y a une grosse majorité de ces cartes. Vous en avez pas parlé parce qu'en fait, techniquement, ce ne sont pas des nouvelles cartes des decks, ce sont des nouvelles cartes de l'édition de l'invasion des machines. Donc, ça fait une grosse différence en fait, c'est très bizarre de voir littéralement une édition standard qui influe autant sur la création du deck, alors que voilà, là je viens de vérifier, alors apparemment on a 52 cartes qui existent dans les couleurs avec la convocation, voilà, ou qui font référence, etc. Donc c'est vrai que il y avait peut-être un potentiel un petit peu plus grand à mettre en place. Après, le souci, c'est que bon, dans les 52 cartes en question, il y a déjà les nouvelles cartes, etc. Donc, les cartes de l'extension de l'invasion des machines, c'est compliqué, en fait. Le problème, c'est que l'absence du vert dans ce deck pose un énorme souci, mais c'est monstrueux, quoi. C'est vraiment monstrueux. Là où, en effet, quand tu regardes le nombre de cartes qui existent avec du vert, en fait, qui ont la convocation, en fait, c'est énorme, quoi. Je veux dire, là, je regarde, il y a 25 cartes qui contiennent du vert et qui ont la convocation. Donc, littéralement, c'est quasiment la moitié de ce qu'on a avec les 3 autres couleurs, quoi, cumulées. Je dis, non, là, il y a un problème, quoi. Il y a un problème là-dessus. Et le souci, c'est que... Autant, je trouve qu'on n'a pas eu trop à fouiller dans les rééditions, parce qu'il y avait vraiment des bonnes cartes, mais il y a beaucoup de cartes qui sont pas à leur place, quoi. Ouais. Ou des cartes qui sont très anecdotiques. Et justement, là, tu parles des cartes qui ont été mises. Effectivement, il en manque quelques-unes de l'édition March of Machine, justement. Mais du coup, ce qu'on a dans le deck, c'est pas des cartes que vous avez envie de jouer, en fait. Hein, vous avez presque plus envie de les jouer pour trigger, justement, les effets qui s'enclenchent quand vous lancez un sort avec convocation, que pour vraiment la carte en elle-même, quoi. Et ça fait mal, tout de même, hein. Ça fait un petit peu mal. On en revient toujours au même problème. Si on doit avoir un setup mis en place pour que la carte soit intéressante, ça veut dire que la carte toute seule ne vaut rien. Exactement.
et du coup qu'elle est pas intéressante et donc qu'elle a pas sa place dans le deck. Donc, c'est un énorme problème, ça. Ce qui est dommage, hein, vraiment, encore une fois, parce que sur le papier, ça donne très envie. Dans les faits... outils sont pas là. Exactement. Les outils sont pas là. C'est vraiment bizarre. Donc, si vous voulez améliorer ce deck, avoir un vrai deck convocation, déjà penchez-vous sur les 20 in, 20 out qui vont sortir prochainement, dès qu'on aura fini d'analyser tous ces decks. Et regardez également de manière générale l'extension, pas tous direction du coup, l'invasion des machines, qui contient quand même pas mal de nouvelles convocations dans ces couleurs qui sont bien, je vais pas dire fortes, mais bien. Mais bien, après, il y a probablement d'autres choses qu'on peut faire avec ce deck, avec ce commandant. On a commencé à y réfléchir et c'est vrai que envisager des builds un peu plus jetons ou bourrins, qui soit pas 100% basé autour de la convocation, ça paraît plus cohérent, quoi. Faites votre petite recherche, regardez un petit peu le deck et faites-vous votre avis, parce que moi c'est dingue parce que j'ai fait le parcours inverse du tien, Abel, hein, finalement. C'est alors à moitié. J'ai vu le deck, j'ai regardé tout en général et j'ai dit non, mais c'est pas bon. Et ensuite, tu m'as montré justement qu'il y avait des choses à apprécier dedans, notamment les commandants principaux, les rééditions qui étaient sympas, dans les nouvelles cartes, il y avait des trucs intéressants. Mais finalement, j'en suis pas arrivé à me dire « Ah, le deck, il est bien, quoi ». Non, il y a un potentiel qui est gâché, en fait, finalement. Non, mais pour moi, c'est exactement comme ça que je résumerais, effectivement. C'est un potentiel gâché. Le deck, voilà, je dirais pas qu'il est bien, mais j'ai envie qu'on lui donne de l'amour, en fait, surtout aux deux commandants, pour le coup. Je pense qu'on peut vraiment faire des choses bien. Oui. Justement, là, c'est gâché. Si vous voulez le retoucher, vous essayez de vous amuser avec, je pense que vous pouvez le faire, par contre, quoi. Il y a possibilité de faire des choses, en effet. Après, voilà, un exemple à la con. On a quand même beaucoup d'éphémères et de rituels également qui ont la convocation, qui existent. Et ce qui est assez couillon, c'est que par exemple, on n'a aucun générateur de jetons sur à part Kikar, Dieu sauterelle quand tu pioches, mais il n'y a pas réellement de créateur de jetons quand on lance des éphémères ou des rituels ou des sorts non-créatures en général. C'est un peu limité, quoi. Donc ça mériterait par exemple d'être un peu plus poussé si jamais vous voulez monter le deck de votre côté, quoi. Mais du coup, il reste toujours à trouver les sorts convocation qui vont bien avec. C'est tout pour notre avis sur ce deck. N'hésitez pas à donner le vôtre également dans les commentaires de la vidéo, à donner vos retours également si vous avez pu toucher le deck et le tester un peu tel quel sorti de la boîte. Voilà. Donc, parlez-nous-en, là on est très curieux de savoir ce que ça peut donner. Ouais, voilà. Et bon, voilà. Je sais pas quoi dire de plus. On va vous retrouver dans la dernière vidéo, juste après celle-ci, concernant les decks commandeurs de l'invasion des machines. Et après, on attaquera l'édition en elle-même. Et n'oublie pas aussi les 20 in, 20 out qui arrivent prochainement. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Et puis, on se dit à la prochaine. Bye bye. Ciao.